parole est à Madame Perrine Goulet, rapporteure de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a été examinée dans cet hémicycle le 18 janvier dernier. 4 mois plus tard, nous voilà réunis pour voter le texte adopté par la commission mixte paritaire la semaine dernière. Je souhaite saluer en préambule l'engagement de mon collègue Hubert Ott, qui est l'auteur de ce texte. Sans son travail, nous n'aurions pas mis fin à cette incohérence. Je me félicite également du travail constructif mené avec la rapporteure du Sénat, Isabelle Florennes. Je remercie également les services de l'Assemblée nationale pour leur soutien et particulièrement Raphaël Gégou, administratrice auprès de la commission des lois. Enfin, je salue la volonté d'avancer du gouvernement qui a déclenché la procédure accélérée sur ce texte qui nous permet de rapidement mettre fin à cette injustice. Cette proposition de loi comporte 2 volets qui doivent nous permettre d'avancer vers une meilleure justice fiscale et patrimoniale. L'article 1er vient combler une faille juridique. Aujourd'hui, lorsqu'un époux tue son époux, il demeure bénéficiaire des avantages issus de sa convention matrimoniale. Pour y remédier, l'article 1er crée un dispositif de déchéance de ces avantages matrimoniaux en cas de condamnation pour meurtre ou violence sur conjoint. Le texte initial se référait au mécanisme d'ingratitude qui existe pour les libéralités. Lors des travaux à l'Assemblée, le choix a été fait de créer un dispositif autonome, plus proche de celui qui existe pour déchoir un époux meurtrier de ses droits successoraux. Lorsqu'elle est facultative, la déchéance pourra également être demandée par le ministère public, par les héritiers ou par la victime elle-même. Pour tenir compte de l'éventuel décalage entre la dissolution de la communauté et la condamnation de l'époux, ce dernier devra restituer les revenus dont il a eu indûment la jouissance. 2 dispositions nouvelles viennent compléter ce mécanisme. Le futur article 1399-5 du Code civil prévoit qu'un époux déchu sera privé du bénéfice des biens propres de son époux décédé lorsque ceux-ci avaient été apportés à la communauté. Il me paraissait très injuste et incohérent avec notre proposition que les biens propres d'une femme assassinée par son époux soient récupérés par son époux. Cette disposition permet d'y remédier. L'article 1er bis A prévoit la possibilité de réaliser un inventaire lors du décès de l'un des époux. Cette faculté doit pouvoir être actionnée même en cas de clause d'attribution intégrale au dernier vivant qui n'ouvre pas la succession du conjoint décédé, afin qu'un état des lieux du patrimoine du conjoint décédé soit alors établi. Le Sénat a renforcé le dispositif de déchéance des avantages matrimoniaux tout en conservant la structure proposée par l'Assemblée nationale. À l'initiative de sa rapporteure, il a supprimé la faculté de pardon prévue dans ce texte pour mieux prendre en compte les cas d'emprise. Outre le dispositif de déchéance des avantages matrimoniaux, nous avons modifié également l'article 265 du Code civil relatif au sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce, faisant ainsi suite à une recommandation formulée par la Cour de cassation. C'est l'article 1er bis du texte. Comme ma collègue Isabelle Florennes l'a déjà fait hier, je précise que l'irrévocabilité ne s'applique pas à la clause matrimoniale, mais bien à l'avantage que celle-ci procure. J'en viens maintenant à l'article 2, qui dans sa version initiale modifiait le dispositif de décharge de responsabilité solidaire, qui permet d'exonérer un ex-conjoint d'une partie des dettes fiscales dues par le couple au titre d'une imposition commune passée. Le dispositif de la PPL initiale n'était néanmoins pas totalement satisfaisant. L'Assemblée, en lien avec le ministère des Comptes publics, l'a complètement modifié pour créer un dispositif de remise gracieuse lorsqu'un ex-conjoint pourra prouver qu'il est extérieur à la fraude à l'origine de cette dette fiscale. Il pourra alors être considéré comme tiers et déchargé de la totalité de la dette. Les sénateurs ont complété le dispositif de remise gracieuse en prévoyant une application à l'ensemble des dossiers en cours n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive. Sur ce point, je me félicite des engagements pris par le ministre Cazenave au Sénat hier, notamment celui de faire remonter les dossiers au niveau central afin de garantir un traitement harmonisé et la prise en compte de l'administration des nouvelles orientations. Il nous reviendra également en tant que parlementaires d'être très vigilants sur la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, sur son appropriation par les personnes concernées, sur la publication avant le mois d'octobre de la nouvelle doctrine fiscale. La commission mixte paritaire a également retenu dans le texte final 2 articles ajoutés au Sénat qui modifient le dispositif de décharge de responsabilité solidaire pour prévoir la restitution des sommes prélevées lorsqu'une décharge a été accordée, ainsi que la clarification des intérêts et des pénalités, du calcul des intérêts et des pénalités. Je me félicite, mes chers collègues, que ce texte arrive déjà au bout de son examen parlementaire. Et je souhaite bien entendu qu'il soit adopté une large majorité par notre Assemblée. Ce serait bien entendu un signal fort envoyé à nos concitoyens et surtout à nos concitoyennes. C'est un beau texte
réalisé avec les deux chambres dans un temps record grâce au gouvernement, un travail collectif dont notre Assemblée devrait s'arguer. Je vous remercie.